Merci, Monsieur Pérez. S'il n'y a pas d'autres demandes de parole, je vous propose que Benoît Perroton nous présente les éléments du débat d'orientation budgétaire 2016. Benoît. Merci. Donc le DOB 2016, le débat d'orientation budgétaire, l'objectif du législateur, c'est de faire dire, entre guillemets, à la collectivité quels sont le contexte dans lequel elle va présenter son budget dans les 2 mois qui suivent, et d'expliquer les hypothèses également dont elle se sert pour élaborer son budget. Donc nous, on travaille sur un contexte national. Je le rappelle, l'État a souhaité faire 50 milliards d'économies, dont 11 milliards qu'il a mis à la charge des collectivités locales, que ce soit les collectivités, les villes, voire les EPCI. Pour cette année 2016, ce sera 3,7 milliards d'euros de contributions qui vont disparaître. La DGF, ce qu'on appelle la DGF, la dotation globale de fonctionnement, va baisser donc de 9,6%. Toutes les compensations que l'État verse aux collectivités pour les prestations qu'elles fournissent à sa place vont baisser d'environ 12%. Et le FPIC, qui est le Fonds de péréquation intercommunale, va augmenter de 220 millions d'euros, c'est-à-dire que l'État va prendre 220 millions de plus aux villes classées comme riches et les donner aux villes qui sont classées comme pauvres. Or, la ville de Chambéry a la chance d'être classée comme une commune riche. Donc nous allons voir notre taxe FPCI augmenter de 200 000 euros. C'est donc 200 000 euros de plus que nous allons reverser. Notre contexte municipal, donc, on a retraduit dans ce tableau la baisse de nos dotations, y compris ce fameux FPIC, sur les différentes années de 2012 à une projection sur 2018. On a vu que l'année dernière, nous étions à moins 2,5 millions. Cette année, nous sommes à peu près dans les mêmes eaux, à moins 2,4 millions. En 2017, nous perdrons encore 2 millions. Et enfin, sauf si l'État venait également à changer à nouveau d'avis, nous aurions une stabilisation de ces baisses. Nous ne perdrions que 112 000 euros. Donc vous voyez que là, en 2016 et en 2017, il y a à nouveau des efforts financiers conséquents à réaliser. La courbe montre la descente assez impressionnante de nos recettes. Donc, malgré ce contexte, nous avons choisi de conserver 3 objectifs. Retrouver une épargne brute qui permettra le remboursement du capital de la dette, réaliser au moins 8 millions d'investissements nets par an et retrouver une capacité de désendettement qu'on a vu tout à l'heure de l'ordre de 10 ans. Au-delà de ces aspects financiers, on s'est donné 3 priorités essentielles. L'accompagnement de l'enfant à tous les âges, notamment en priorisant les moyens dédiés aux écoles et à la scolarité, une attention particulière apportée aux seniors et aux personnes fragiles, une amélioration de la sécurité et de la tranquillité publique. Je reviens sur la notion d'épargne brute. À gauche, les recettes de fonctionnement. À droite, les dépenses. Ce que l'on dégage, ce qu'on appellerait classiquement un bénéfice, c'est l'épargne brute que vous voyez en vert. Et cette épargne brute, si on veut respecter une orthodoxie financière préconisée par le ministère des Finances, doit permettre, à minima, de rembourser le capital emprunté, donc le remboursement annuel du capital. Le schéma suivant nous montre qu'en 2014, on n'a pas réussi cette opération. Il nous manquait 2,3 millions pour arriver à cet équilibre. En 2015, et c'est le reproche que nous fait notamment M. Serino, en 2015, on a dégagé 2,4 millions de plus que ce qui était prévu. 2,4 millions qui vont nous permettre de passer les périodes qui viennent, qui nous ont permis également de passer une année 2015, globalement conforme à notre budget. Vous voyez qu'on a projeté, notamment de 2016 à 2020,
de maintenir cette égalité entre l'épargne nette et le remboursement du capital. Alors, dans le budget de fonctionnement tel que nous l'envisageons, on a émis 3 hypothèses essentielles. La première, c'est la baisse significative de 2,4 millions des recettes de fonctionnement. La deuxième, c'est une stabilisation des taux d'imposition. Et la troisième, c'est une progression des recettes des services et des subventions de la ville, de l'ordre de 4,2%. Globalement, quand on a réuni l'ensemble de ces variations, nous allons avoir une baisse de l'ordre de 1,4% de notre budget sur la totalité des recettes. En dépenses, nous avons prévu globalement des dépenses de fonctionnement en baisse dans une fourchette de moins 2,3 à moins 2,7%. Des arbitrages demeurent à réaliser. Donc tout ce qui est de charges à caractère général et de subventions devront être maintenus à environ 29 millions d'euros. Les frais de personnel, nous tablons sur une progression de plus 0,5% de BP à BP et plus 0,5%. Il y aura vraiment la nécessité d'une maîtrise complète de la masse salariale. On va quelque part bénéficier de la baisse des charges financières qui devrait baisser de l'ordre d'1,5 million si nous réalisons la sortie des emprunts toxiques. Parce que si ce n'est pas le cas, il est très clair que nous n'aurons plus qu'à reporter au moins 6,3 millions de charges financières sur le budget et d'avoir à retrouver la différence, les 1,5 million. L'épargne brute sera de l'ordre de 10,4 millions d'euros pour permettre le remboursement du capital. En investissement, là, vous avez un schéma de ce que sont les recettes et les dépenses d'investissement. Le gros pavé bleu marine, en fait, c'est notre épargne brute qui bascule en investissement et qui va permettre de rembourser le gros pavé violet qui est l'annuité en capital. Les dépenses d'équipement, elles, sont financées dans une logique financière orthodoxe par les emprunts, les cessions, les subventions, le FCTVA et différentes taxes. Ce que maîtrise réellement la ville, ce sont essentiellement les emprunts sous réserve qu'elle ait des capacités d'emprunt et les cessions. Pour les recettes d'investissement, nous tablons donc malheureusement sur une baisse de différents reversements et sur la baisse du FCTVA, ce qui équivaut à un reversement de TVA de par l'État, une baisse de 4,6%. Nous pensons stabiliser les cessions foncières à environ 2 millions d'euros. Et nous pensons recevoir pour 1 803 000 euros de subventions d'équipement. En dépenses, en accord avec le maire, le niveau d'investissement est porté à 10 millions d'euros net en 2016, très exactement 10 452 000 euros. Et nous allons pouvoir donc effectuer des dépenses d'équipement pour 12 255 000 euros, puisque les subventions viennent en plus de cette capacité à investir. Donc les investissements 2016 devraient être de l'ordre de 12 300 000 euros. Une liste, bien entendu, non exhaustive des projets que nous avons tant au cours de l'année 2016 que sur 2017. Ça concerne essentiellement donc la rénovation des écoles, l'aménagement de l'ex-centre de tri, le numérique dans les écoles, le musée des Charmettes, Malraux, auquel on consacrera 50 000 euros en 2016 et auquel nous envisageons de consacrer 2,4 millions en 2017 et 3,2 millions en 2018, sous réserve que l'État nous suive et nous complète. Et également la restructuration de la police municipale avec 600 000 euros d'équipement à l'intérieur et bien entendu 1,2 million de bâtiments. En conclusion donc, ce qui va caractériser notre
budget 2016, ça va être une baisse de recettes de l'État de 2,4 millions, une stabilisation des taux d'imposition, une évolution de la masse salariale de plus 0,5%, des charges financières pour environ 4 770 000 euros, des économies qui demeuraient encore à réaliser et à finaliser, et des dépenses d'investissement qui devraient être de l'ordre de 12 260 000 euros. Merci de votre attention. Merci, M. Perroton, pour cette présentation. On aurait pu évidemment, comme ce fut peut-être le cas dans le passé, avoir une présentation plus idyllique du projet de budget et des perspectives budgétaires pour 2016. Malheureusement, cela a été dit, la situation financière de notre pays amène des choix douloureux, notamment des choix douloureux quand ils sont faits pour le compte des autres. C'est le cas avec la baisse des dotations de l'État, sur lequel nous n'avons aucune marge. Cette baisse des dotations, cela vient d'être dit, s'élèvera à près de 2 400 000 cette année. Sachant qu'un point de fiscalité à Chambéry, c'est environ 400 000 euros, ça veut dire que cette baisse des dotations de l'État représente l'équivalent de 6 points d'impôt. Et l'effort que nous avons à faire, c'est bien évidemment de ne pas réaugmenter les impôts, puisque nous y avons été contraints l'an passé, et que la perspective doit désormais, d'ici la fin du mandat, être de baisser la pression fiscale sur nos concitoyens. En particulier, j'insiste sur le foncier bâti, qui est à Chambéry bien plus élevé que dans la moyenne des villes de France de même catégorie. Néanmoins, Chambéry doit continuer à se développer, Chambéry doit continuer à se moderniser. Nous le ferons bien évidemment en lien avec l'agglomération, qui aura son débat d'orientation budgétaire demain soir d'ailleurs, et qui prévoit aujourd'hui des investissements significatifs sur le territoire de notre ville. Je pense bien évidemment à la piscine qui viendra prendre place à la place du bassin d'été que nous avons vers le stade municipal. Le jury de présélection des architectes s'est déjà réuni et donc nous devrions d'ici l'été connaître le projet qui s'implantera à cet endroit-là. Le débat précédent du conseil municipal sur le rapport qui avait été présenté par Josiane Beau a montré que la question de l'attractivité, de la mobilité dans Chambéry est un sujet essentiel. C'est un sujet sur lequel nous pouvons diverger, mais nous avons la volonté ferme d'améliorer cette attractivité, de faciliter le retour au centre-ville, de faciliter le rayonnement de cette ville qui doit rester la capitale de la Savoie. Pour cela, il faut que les gens puissent y venir, puissent y faire du commerce, puissent s'y distraire de manière facile. C'est la raison pour laquelle le réseau de bus doit être simplifié. C'est la raison aussi pour laquelle, au-delà de la gratuité des parkings que nous avons mis en place depuis le début de ce mandat dans 3 d'entre eux, nous devons améliorer la capacité de stationnement, faciliter le choix de venir dans notre ville. Non pas, je parle sous le contrôle de Josiane Beau, de rentrer dans l'hypercentre. Cet hypercentre, au contraire, doit être dans notre projet apaisé. Mais nous devons pouvoir venir à proximité du centre-ville. Le budget que nous allons finir de bâtir d'ici le 21 mars permettra les investissements qui permettent d'améliorer cette attractivité. Nous avons des obligations. Nous avons des obligations vis-à-vis des familles, à tous les stades de la vie. La petite enfance, c'est la compétence de la ville. En 2015, nous avons déjà ouvert des places de crèche nouvelles, des berceaux nouveaux à Bissy. Nous avons l'ambition, au cours de cette année 2016, d'en ouvrir de nouveau à la Calamine et avenue Jean Jaurès. Nous préparons aussi cette année l'ouverture de nouvelles places en crèche, le transfert de la crèche de la Montée-Valérieux vers l'avenue Docteur Desfrançois. Concernant l'autre bout de la vie, les personnes âgées, nous avons dû, au cours de l'année 2015, faire des choix extrêmement difficiles. Fermer 2 foyers logements qui avaient été ouverts dans les années 70 parce qu'ils n'étaient plus occupés qu'à moins de 50% pour
donner pleine vie aux 2 foyers qui restent, la Calamine et Majoie, qui connaissent malgré tout, je parle sous contrôle de Françoise Beauvais-Lapierre, aujourd'hui des difficultés de remplissage. Il n'y a pas de longue liste d'attente dans ces foyers et nous avons pu ouvrir le nouvel EHPAD de Bissy. Cette nouvelle EHPAD n'est pas une fin en soi. Il doit, pour répondre aux besoins des familles, pour répondre aux besoins du vieillissement de la population, appeler d'autres réalisations. Et même si aujourd'hui l'État, à travers l'ARS, nous dit rien avant 2022 ou 2023, nous voulons, avec le maire de Bassin et le maire de Saint-Alban-Lès, commencer à préparer un dossier pour réaliser ensemble un nouveau projet qui se situerait plutôt dans cette partie sud-est de la ville. Entre-temps, il y a évidemment les écoles. Je ne reviendrai pas sur le débat sur l'état de nos écoles. Nous avions, dès l'année dernière, majoré de 500 000 € les crédits pour améliorer l'état de notre patrimoine scolaire. Je sais que les parents d'élèves en particulier y sont très attentifs. Nous poursuivrons cet effort. Mais si nous voulons remettre tout le patrimoine scolaire à niveau immédiatement, il faudrait qu'on trouve 11 millions. Nous allons avancer million par million. Néanmoins, c'est un pas qui nous paraît extrêmement important. Enfin, la ville, c'est aussi l'attractivité à travers les animations, la vie associative, le développement sportif. Je connais, nous savons tous autour de cette table, les efforts que nous avons demandés au milieu associatif l'année dernière. Néanmoins, nous savons que ce milieu associatif est un élément clé du lien social dans notre ville. Nous devons donc tout faire pour refavoriser leur développement. C'est la raison pour laquelle nous allons, notamment cette année, de manière à répondre aux demandes de l'État, réadapter la subvention qui est versée à l'espace Malraux. Je voudrais d'ailleurs soulever un paradoxe. C'est l'État qui sert la bourse des collectivités locales. Nous sommes obligés de prendre des décisions difficiles et c'est le même État qui vient ensuite nous mettre le couteau sous la gorge en nous menaçant de nous retirer le label de scène nationale, ce label, Madame Turnard, qui nous permet d'obtenir une subvention de l'État d'environ 10 millions d'euros. 1,2 million, pardon. 1,2 million. Ce 1,2 million, avec les 120 000 € que nous rajouterons cette année, eh bien, l'État ne sera plus le premier financeur et ainsi les critères d'aide de l'État aux scènes nationales seront respectés. Mais je sais, et vous savez tous, mes chers collègues, que nous ne pourrons pas honorer toutes les demandes qui nous sont faites. Nous ne pourrons pas honorer toutes les demandes en termes de rénovation du patrimoine ancien, notamment dans cette ville où on observe en centre-ville un certain appauvrissement lié au vieillissement de la population. Il faut que nous trouvions des opérateurs privés qui viennent nous accompagner dans la rénovation des îlots les plus martyrisés par le temps, si vous me permettez cette expression, qui sont pourtant une richesse, un patrimoine qui peut faire de notre ville un élément supplémentaire d'attractivité touristique. Chambéry n'est pas seul, nous le vivons dans le cadre de l'agglomération. Nous avons là à relever ensemble des paris, notamment au niveau économique. La ville devra accompagner l'agglomération sur un certain nombre de chantiers. Je voudrais souligner que la dynamique que nous avons mise en œuvre depuis 2 ans nous permet aujourd'hui de voir démarrer le 2e bâtiment au Grand Verger. Et nous savons désormais quel sera le constructeur du 3e bâtiment qui devrait démarrer d'ici la fin de l'année. La presse aujourd'hui s'est fait écho des travaux qui sont engagés à la Cassine, où un premier immeuble de bureaux est également lancé. Et nous connaîtrons dans quelques jours qui sera le premier opérateur dans le site autour de la place Pierre de Coubertin, dans le site qui était ceux utilisés par une grande entreprise industrielle chambérienne. Je pense que d'ici la fin de l'année, de premiers permis de construire pourraient être développés dans ce secteur-là. Avec d'autres projets immobiliers qui se développent sur la ville, sur des terrains que nous avons vendus l'année dernière ou l'année précédente, nous avons donc une certaine attractivité pour permettre le retour à Chambéry
d'une couche de la population. Je pense en particulier à cette population âgée qui, à un moment, a quitté Chambéry, a construit dans les environs, et puis qui aujourd'hui s'aperçoit qu'entretenir une villa, se tenir loin du centre-ville, c'est un peu compliqué et qu'il faut plutôt revenir au centre-ville. Mais nous savons aussi qu'on le voit bien à travers les contacts qu'on a avec les milieux économiques, Chambéry est une ville qui mérite d'être connue et où de jeunes couples ont envie de venir. C'est ce pari que nous devons réussir à travers notre fiscalité, à travers notre budget et à travers la solidarité qui nous lie les uns les autres. Voilà ce que je voulais faire comme commentaire sur ce budget. Il est clair que l'incertitude que nous avons encore ce soir sur la renégociation des prêts toxiques va conditionner le budget 2016. Si nous avons 300 ou 400 000 euros d'emprunt à payer, supplémentaires par rapport à ce que nous avions prévu, il est bien évident que nous aurons des choix à faire et que notamment cet espoir de pouvoir retoucher à la fiscalité s'éloignera un petit peu. Mais je pense qu'avec détermination et volontarisme, nous devons arriver à faire de Chambéry la ville que nous aimons et une ville qui donne envie d'être fréquentée. Voilà, y a-t-il des demandes de parole? Je n'en vois pas. Eh bien, écoutez, mes chers collègues, avant de lever la séance du Conseil municipal, vous aviez eu connaissance de la réponse, de la question écrite qui nous avait été posée par M. Fajot sur les éventuelles fermetures d'établissements scolaires. La réponse sera jointe au procès-verbal. Je voudrais simplement dire qu'aucune fermeture d'établissement n'est prévue pour la rentrée 2016-2017. Chambéry comporte 37 écoles dont le besoin de réhabilitation n'est plus à démontrer. Afin d'y faire face, en conciliant les besoins des élèves et les contraintes financières de la ville que nous assumons, un recensement et une évaluation technique du patrimoine scolaire sont toujours en cours dans notre commune. Ce travail s'inscrit en cohérence avec l'objectif de la municipalité de permettre aux enfants de recevoir leur enseignement dans de meilleures conditions au sein des écoles de notre ville. En amont de toute prise de décision, ce travail rigoureux vise à déterminer précisément ce qu'impliquerait, tant en termes de coûts financiers que de délais, d'éventuels travaux de réhabilitation lourds, école par école. Compte tenu des enjeux, il n'est donc pas question de précipitation. Aucune décision ne saurait être prise à propos des sites concernés, de la nature des travaux ainsi que sur les délais de réalisation avant la fin des études et avant une concertation avec les acteurs mêmes de chacune des écoles. Les hypothèses issues du rapport de recensement seront présentées en conseil scolaire et feront l'objet d'un échange avec la communauté éducative. Elles seront aussi consultables à ce moment-là sur le site de la ville. Monsieur Fajot évoquait précisément le cas de l'école du Haut-Maché. Des rumeurs ont circulé à propos de la fermeture de cette école en raison de la supposée présence d'amiante. Il faut être extrêmement clair, depuis 1999, la ville surveille régulièrement l'amiante en flocage au sein des bâtiments de toutes les écoles de la ville. Toutes les mesures d'empoussièrement faites ont révélé que les bâtiments concernés ne comportaient aucun risque lié à l'amiante, ne mettant ainsi en cause ni la santé ni la sécurité des enfants. Dans le cadre de la nouvelle réglementation, de nouvelles mesures d'empoussièrement seront à nouveau effectuées en 2017 et seront nécessairement prises en compte pour toute décision future concernant les écoles. Cette donnée est néanmoins prise en compte dans l'étude puisqu'elle induit un renchérissement de tous travaux au sein de cette école. Enfin, si nous devions faire des travaux dans cette école et rendre libre de l'amiante, il faudrait bien évidemment prendre préalablement les décisions qui s'imposent, mais qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension de nos propos, de mes propos en particulier. Le problème se pose si on perfore des dalles, si on décolle des sols, etc. Il ne se pose pas aujourd'hui dans l'état avec les analyses dont nous disposons. Voilà, chers collègues, pour l'instant, nous avons rendez-vous vendredi à 18 h. Dans la soirée ou demain, il est possible que nous soyons obligés de reporter notre séance si nous avons réussi à conclure avec la banque à mardi prochain. Nous vous tiendrons informés immédiatement de votre agenda. Merci à tous. Ceux qui ne seraient, si le Conseil devait être la semaine prochaine, certains d'entre vous peuvent peut-être être en vacances en raison des vacances scolaires.
je les remercie de nous faire passer des pouvoirs avant de quitter Chambéry. Merci et bonne soirée à tous.